Ok, bonjour à tous. Bon, quelques petits problèmes techniques assez classiques de partage d'écran. Je vais introduire le sujet que l'on souhaite vous présenter aujourd'hui. L'objectif pour nous, c'est de faire une présentation de quelque chose qu'on entend de plus en plus parler, qui est le data mesh. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler du terme dans la salle? Ou est-ce que... ok, très peu de monde, donc ça va, on va pas prendre de risques. Ok, donc aujourd'hui, la présentation, elle va se dérouler en 3 temps. Les animateurs, donc si tu viens passer au slide suivant, bon, on va faire comme on peut. Je vais commencer par Jean-Charles Fédentieux, qui est à distance, d'où nos petits problèmes de connexion, qui est partenaire engineer chez Google Cloud. Donc lui, il va présenter, je commence par la fin, il va commencer la troisième partie, c'est qu'est-ce que le data mesh pour Google, comment c'est déployé sur GCP, et puis qu'est-ce que ça apporte. Et il viendra avec une dimension particulièrement technique sur la mise en œuvre de la partie data mesh. Je suis accompagné ici par Lounès, qui est en charge de l'activité data chez Ardis. Et puis moi-même, je vais présenter les grands concepts, je dirais, de ce qu'est le data mesh. Et mon rôle chez Ardis, c'est être directeur technique de l'activité business application, c'est-à-dire intégration de solutions et développement d'applications. Ok. Donc voilà les trois grandes parties telles que je vous ai présentées. Un statut déjà sur les plateformes de données. Aujourd'hui, quel est l'état de l'art? Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent chez nos clients comme solution? Ensuite, un petit tour sur les fondations du data mesh. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept? Est-ce que c'est simplement un buzzword? Est-ce que c'est quelque chose qui va réellement influencer la façon dont on construit les dataware, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui va influencer l'organisation complète d'une entreprise qui est plutôt data-centrique? Ça, c'est ce que je présenterai. Et puis ensuite, en dernier, vraiment un focus vraiment data technique sur la solution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là, on est en présentiel pour vous. Donc n'hésitez pas, on peut interrompre la présentation à tout moment. Et puis j'espère que ça va vous intéresser. Et puis voilà, je vais passer la main donc à Lounès. Bonjour à tous, donc Lounès Achab, je suis responsable des offres Data Cloud chez Ardis et accessoirement data Architect et Data Cloud. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, du moins sur cette première partie, c'est un peu un état de l'art sur qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur les plateformes data, où est-ce qu'on en est, quels sont les paradigmes vus d'avion et en mode 360 et quelles sont les limitations de ces paradigmes d'architecture d'un point de vue organisationnel et un peu des pistes de réflexion, une introduction un peu au data mesh qui sera présentée derrière par Marc. Donc je suis désolé, on n'arrive pas à présenter, j'avais prévu plein de belles petites animations mais que vous n'aurez pas. Donc désolé pour ça. Alors, avant de commencer vraiment sur la partie technique ou vue d'avion sur les architectures, je voulais vous parler un peu de pourquoi est-ce qu'on fait de la data et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui une organisation investit sur la data et sur l'IA de manière globale et sur ces plateformes data. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va aller chercher, c'est principalement, on va dire, sur 3 catégories. La première, et peut-être la plus évidente, c'est l'hyper-personnalisation du parcours et de l'expérience d'un client en utilisant ses données, mais aussi les données de son écosystème qu'on va aller chercher d'une façon ou d'une autre. La deuxième partie, c'est la réduction des coûts opérationnels et l'amélioration de la performance opérationnelle de manière globale au sein de l'entreprise et des process de l'entreprise en utilisant les données que génère notre entreprise et celles de son écosystème. Et en troisième catégorie, en troisième macro-catégorie, la mise en place d'outils d'aide à la décision pour les employés de l'entreprise. Alors ça peut revêtir des formes telles que le dashboarding, de la visualisation, de l'analyse, enfin de la BI traditionnelle, mais aussi et surtout de la prédiction avec de l'analyse de trend, de la recommandation et tout un écosystème ML qui va tourner autour de ça. Je voulais aussi vous présenter 4 chiffres qui me semblent être très pertinents, qui sont en fait le résumé d'une étude qui est faite sur les Fortune 1000, donc les
1000 plus grosses boîtes américaines par rapport au chiffre d'affaires qu'elles réalisent un peu partout dans le monde, et notamment sur l'aspect stratégie, big data, IA. Alors, ce qui est intéressant sur ces 4 chiffres-là, ou du moins ce que moi j'estime être intéressant, c'est le tout premier qui est tout à droite. On voit que 65% des entreprises qui ont répondu, donc de ces grosses entreprises, alors là on s'intéresse vraiment à de très grosses entreprises, estiment avoir investi, ou du moins en moyenne, un peu plus de 50 millions d'euros par an sur leur stratégie data et sur leur stratégie IA. Et en revanche, ce chiffre-là retombe à peu près 45% dès lors qu'on leur pose la question: est-ce que vous en avez tiré un avantage concurrentiel sur vos métiers? Donc on voit déjà qu'on a perdu une grosse partie de ces entreprises-là par rapport à ce positionnement-là, qui est au fait la valeur qu'on va aller chercher. Et ce chiffre redescend à 37% dès lors qu'on pose la question: est-ce que vous estimez que cet investissement-là et cet effort-là, via les infrastructures, le change et tout ce qui va avec, a fait que vous ayez maintenant une approche plutôt data-driven sur les use cases que vous développez? Et ce chiffre dégringole complètement à pratiquement un quart dès lors qu'on pose la question: est-ce que cet investissement et ces infrastructures vous ont permis de mettre en place une vraie culture data au sein de l'entreprise? Alors, le message que j'essaye de faire passer via ces 4 chiffres-là et que ce rapport essaye de faire passer, c'est que ce n'est pas une histoire d'argent, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça touche l'organisation dans son ensemble, et aussi sur la partie architecture et paradigme. Mais ça veut aussi dire qu'il y a des limitations par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent ou de la bonne volonté pour que ça réussisse, et que les approches d'aujourd'hui ne sont pas toujours successful et fonctionnelles par rapport au business des différentes entreprises et à leurs contraintes métiers. Alors, si on s'intéresse à la data, ou du moins à son emplacement dans l'entreprise, on peut résumer un peu l'emplacement de la data, ou du moins les types de données, en 2 types. Des données plutôt orientées opérationnelles, qu'on va retrouver sur des systèmes dits opérationnels qui vont héberger les applications métiers. Donc ces systèmes-là vont être optimisés pour héberger, runner et gérer les applications cœur de métier de l'entreprise, et aussi tout l'écosystème applicatif qu'elle va gérer. C'est aussi sur ces systèmes-là qu'on va retrouver les datas les plus à jour et les plus fraîches, si je puis dire, vu que c'est ces systèmes-là qui vont générer cette donnée et gérer cette donnée-là en premier lieu. Et on va aussi, donc en termes de caractéristiques, on peut aussi dire que ces systèmes-là vont être très orientés transactionnels, même si ça ne va pas être la totalité, mais ça va être très orienté système transactionnel, et basé principalement sur des API, avec des écosystèmes de bases de données ou de systèmes de stockage qui vont être très hétérogènes, mais qui vont être optimisés pour des applications orientées production, avec des utilisateurs et un impact métier. De l'autre côté de la photo, on va avoir des systèmes orientés analytiques, où là, on a vraiment tout un changement d'un point de vue architecture et organisationnel. Et ces systèmes dits analytiques vont porter des données taguées analytiques, et ces systèmes-là vont être optimisés pour aller chercher de la valeur sur les données historiques qu'on dispose dans la boîte, et vont surtout servir à mettre en place et à fournir les capacités de calcul pour pouvoir exécuter des workloads orientés à analytique. Alors qu'est-ce qu'un workload orienté analytique? Ça peut partir de la BI, du dashboarding, de la visualisation, des KPI, du reporting, jusqu'à du machine learning, du deep learning et ainsi de suite. Et vous imaginez bien, toutes les infrastructures qu'il y a derrière sont très très hétéroclites et très différentes de ce qu'on va retrouver dans les systèmes dits opérationnels qui vont servir le métier. Mais c'est aussi sur ces systèmes-là analytiques qu'on va retrouver l'historique de données le plus profond, parce que c'est là où on a tout intérêt à stocker le maximum de données, sans forcément être en écriture sur ces données-là, parce que ce qui nous intéresse, c'est de récupérer toutes les données historiques et de ne pas les modifier, et de les historiser pour avoir la profondeur la plus profonde possible. Mais on va aussi retrouver des données qui sont externes à l'entreprise. Typiquement, tout à l'heure, je parlais d'optimisation et d'hyper-personnalisation des parcours clients et de l'expérience client. Ce qui va nous intéresser, c'est aussi aller récupérer des données de l'extérieur, d'autres entreprises, de l'open source et ainsi de suite, pour venir augmenter notre capacité de stockage de données, et aussi pouvoir les croiser derrière avec les données que produit l'entreprise pour pouvoir aller chercher de la valeur. Et sur ces systèmes-là, on va retrouver donc un écosystème de stockage de bases de données qui est très différent, encore une fois très hétérogène, parce qu'il n'y aura pas un type de base de données, mais va être très différent des systèmes opérationnels, parce que là, on va plutôt privilégier des bases de données, ou du moins des systèmes de stockage qui vont être, on va dire, plus at scale, et qui vont permettre d'exécuter des workloads orientés analytiques.
Entre les deux, alors je simplifie en mettant un ETL, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'entre les deux, on va avoir des pipelines d'intégration et transformation de ces données-là, peu importe la forme qu'elles auront, batch, micro-batch, streaming, mais on va avoir des pipelines qui auront un seul but, si je simplifie à mort, prendre les données que génèrent et gèrent les systèmes opérationnels et les déposer sur les systèmes dits analytiques pour analyse et exploitation. Et dans le meilleur des mondes, on va avoir l'output des systèmes analytiques qui va être des modèles, alors pas que, là j'ai mis des modèles de machine learning, mais idéalement, ça serait des modèles de machine learning qui vont servir pour de l'aide à la décision, de la prédiction, du forecast un peu smart, et ainsi de suite. Alors, si on zoome un peu sur les systèmes analytiques et qu'on refait l'histoire, on va voir qu'au tout début de l'histoire, on va dire des grosses plateformes de données d'un point de vue organisationnel, on a tendance à retrouver des data warehouses d'entreprises, alors sous plusieurs formes, mais c'est le début de l'histoire. C'est-à-dire que les entreprises au début ont commencé par mettre un data warehouse et venir construire tout un écosystème de données autour de ces data warehouses-là, et c'est ça qui va faire la plateforme de données de l'entreprise. Alors, ce data warehouse-là va être nourri par des ETL, alors un ou plusieurs, encore une fois, peu importe sa forme et les technos qu'il y a derrière, mais l'idée, c'est de se dire qu'il va récupérer les données depuis les systèmes opérationnels, va les transformer pour essayer de les adapter à un schéma, à une topologie qui va être représentative de l'entreprise et qui va permettre aux équipes analytiques, via du SQL ou autre, de pouvoir venir requêter les données et les exploiter. Et le but derrière, c'est de faire du reporting, de la visualisation, du dashboarding et de la métrique. Un petit point qui est ma petite flèche avec les technos. Alors, les patterns d'architecture autour des data warehouse et de l'écosystème data warehouse et tout ce qui tourne autour a énormément évolué avec le temps. Et aujourd'hui, avec les plateformes plutôt orientées cloud, on arrive à, on va dire, à des patterns qui sont un peu plus optimisés que ce qui se faisait il y a 10 ans ou sur des solutions très orientées juste data warehouse d'entreprise. Et notamment, je pense en disant ça à BigQuery et à Looker qui permettent de faire un peu plus que juste du data warehousing. Mais on en parlera plus en profondeur dans la troisième partie. Et puis pour continuer un peu l'histoire de comment est-ce que les plateformes de données et comment est-ce que ces plateformes data ont évolué, vers les années 2010, parce que c'est là où vraiment le pattern data lake a émergé, a commencé à être discuté un peu partout, comme aujourd'hui on est en train de discuter le pattern data mesh. Dans les années 2010, le pattern data lake est apparu, et là où il y a eu un petit shift quand même sur comment doit être structuré et comment doit être architecturée une plateforme data d'un point de vue organisationnel. Là, on est parti on a toujours sur le côté gauche les systèmes dits opérationnels qui vont gérer et générer la donnée. On va avoir toute une panoplie, mais vraiment une panoplie énormissime, peu importe la technologie encore une fois, de pipelines de données qui là pour le coup vont faire de l'extraction et du load. Donc là on voit déjà que la partie transform elle a sauté. Pourquoi? Parce que là sur ce pattern-là, sur le data lake, ce qui va nous intéresser, c'est la donnée brute. C'est la donnée qui n'a pas été transformée, c'est la donnée qui n'a pas été manipulée. Ce qu'on va chercher, c'est à agréger le maximum de données avec la profondeur la plus grande possible et venir l'enrichir via de la donnée externe, comme je l'ai dit précédemment. Et autour de ce data lake-là, qui va être une sorte de stockage de masse un peu massif XXL, où on va venir stocker toute la donnée qui est à disposition au sein de l'organisation, on va venir construire tout un écosystème data. Cet écosystème data-là, il va porter plusieurs formes. Alors, au tout début, ça a été plutôt orienté analytique avec des gens qui vont venir requêter cette donnée-là directement sur les data lakes pour pouvoir l'exploiter, donc la donnée brute. Puis, on a eu une approche très orientée MLOps où on va venir construire des plateformes orientées IA pour gérer tout le cycle de vie d'un modèle et avoir les capacités de calcul pour faire du train sur les données brutes et entraîner des modèles d'intelligence artificielle, mais aussi sur l'exposition de data mart pour pouvoir avoir des datasets plutôt agrégés et consolidés qui, eux, vont être exploités par d'autres systèmes, alors qu'ils soient ML ou opérationnels. Mais il y a une boucle de rétroaction qui va se faire avec les systèmes opérationnels par l'intermédiaire de ces data mart ou par l'intermédiaire d'autres plateformes. Ici aussi, la partie cloud a apporté un peu sa touche d'évolution depuis 2010. Donc aujourd'hui, principalement, quand on parle de data lake, ou du moins de la couche principale d'un data lake sur des technologies cloud publiques, on va principalement parler de cloud storage si on est sur du GCP, du blob storage ou de S3 si on est sur Azure ou sur Amazon.
Et tout autour, on va venir construire un écosystème qui va être du Spark, du Hadoop si on est sur de l'on-prem, du Airflow pour faire de l'orchestration. Peu importe, la panoplie data, j'avais une slide sur ça, mais elle était trop grande et je l'ai virée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'écosystème data est tellement gros que le pattern data lake se base sur un seul principe. C'est on stocke le maximum de données sans les modifier à un endroit. Et après, on vient construire tout un écosystème ML, analytique, autour de cela pour pouvoir exposer, traiter cette donnée-là et avoir des boucles de rétroaction avec les systèmes dits opérationnels. Du coup, si je fais un pas en arrière et que je m'intéresse maintenant à la vue de qu'est-ce qu'une data platform, peu importe sa forme, que ce soit la partie data warehouse comme je l'ai présenté, la partie data lake ou les modernes data platforms dont on vous parlera tout à l'heure d'un point de vue plus orienté cloud du moins. Ce qu'on va voir, ou du moins ce qui va ressortir d'un point de vue organisationnel, c'est qu'on peut simplifier, alors j'insiste bien sur le mot simplifier, mais on peut simplifier la vue de ces data platforms en disant, en fait, ça ressemble à un monolithe. Alors pourquoi ça ressemble à un monolithe? Évidemment que d'un point de vue technologique, ce n'est pas un monolithe, que les technos qui sont derrière ne sont pas monolithiques, mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi est-ce que ça ressemble à un monolithe? C'est parce que au sein d'une organisation, on va avoir énormément de domaines métiers, énormément de domaines fonctionnels, énormément de systèmes qui vont être plus ou moins communicants entre eux. Et au milieu de cet écosystème-là, on va avoir une plateforme data, peu importe sa forme et peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette plateforme data-là, vue d'avion, ça ressemble à un monolithe d'un point de vue organisationnel. Alors pourquoi ça ressemble à un monolithe? Parce que peu importe ce qui se passe dans cette brique-là, dans cette data platform, IA platform, elle devra recevoir des données depuis des systèmes opérationnels. Les données peuvent avoir énormément de formes. Elle devra les exploiter et exposer des modèles, des reports, des outputs de manière générale qui, eux, vont être reconsommés par d'autres applications opérationnelles. Que ce soit en amont ou en aval, on peut avoir des systèmes qui sont complètement répartis et qui ne sont pas du tout communicants. Et au milieu, on va avoir une grosse équipe orientée data qui va se charger de gérer l'infrastructure data, la plateforme data du groupe. Et en fait, ça va avoir un premier impact. C'est que si on a une grosse plateforme data ou une grosse plateforme IA avec des capacités analytiques et une stack technologique qui est extrêmement vaste, on va devoir recruter des data engineers, des data architectes, des ML engineers. Et ça, je pense que vous le savez tous autant que moi, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'en recruter des bons et c'est extrêmement compliqué d'en recruter beaucoup. Et donc, plus on va avoir de use cases, plus on va avoir de complexité à aller staffer et plus on va avoir de complexité à aller scaler cette plateforme-là. Et du coup, ce qu'on va avoir tendance à faire, encore une fois, c'est une simplification, mais ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est dire, OK, d'un point de vue organisationnel, on a un gros bloc qui est la plateforme data. On va splitter cette plateforme data parce qu'on a 30 bandes. On en avait 10 au début, maintenant on en a 50, demain on en aura 100 personnes qui travaillent sur cette plateforme-là. On va venir splitter. Donc, une proposition de split qui n'est bien sûr pas représentative, mais qui est une vue d'esprit pour expliquer un peu, pour appuyer mon propos, c'est de dire, imaginons qu'on split cette plateforme-là en 3 parties. 3 teams qui vont travailler sur la plateforme data. La première autour de l'ingestion des données, qui aura pour rôle d'aller récupérer les données un peu partout auprès des domaines fonctionnels et métiers, et venir l'ingérer dans cette plateforme data. Une équipe plutôt orientée processing, ML, analytique, qui va exécuter des workloads et qui va analyser cette donnée-là et essayer d'en tirer de la valeur et qui va être en charge de porter les use cases. Et une équipe plutôt orientée serving, donc restitution, qui va avoir pour but de s'interfacer avec les autres systèmes opérationnels dans le groupe pour pouvoir venir avoir cette boucle de rétroaction qui permet au modèle ML ou au reporting de pouvoir être utilisé ailleurs dans le groupe et de venir en tirer de la valeur. Alors, le problème avec ce découpage-là, c'est que si aujourd'hui j'ai envie de faire un nouveau use case, et j'ai une idée, je sais que je peux exploiter telle donnée, ou du moins telle et telle donnée pour venir développer un nouveau use case, ML par exemple. Donc ça va être porté par l'équipe process qui va être au milieu. Elle va porter cette ingénierie plutôt orientée ML et va devoir se synchroniser d'un point de vue organisationnel avec l'équipe qui s'occupe de l'ingestion pour aller récupérer les données. Mais comme l'équipe qui, elle, est responsable de gérer et générer cette donnée-là et qui a la connaissance de c'est quoi la donnée, qu'est-ce qu'elle représente d'un point de vue métier, n'est pas
une des 3 équipes qui composent l'équipe data, mais plutôt les équipes opérationnelles qui sont sur les domaines fonctionnels, donc sur les systèmes opérationnels. Donc cette équipe-là au milieu va aussi devoir se synchroniser avec les équipes métiers qui sont côté système opérationnel. Et après, l'équipe qui, elle, est en charge de venir récupérer cette donnée-là et la mettre à disposition sur cette plateforme data, va devoir, elle aussi, se synchroniser avec cette équipe qui va s'occuper du développement du use case, mais aussi aller récupérer la donnée auprès des équipes métiers. Sauf que les équipes métiers au sein des domaines fonctionnels, eux, ne sont pas sensibilisés à mettre en place des systèmes d'exportation de leurs données qui soient les plus simples possibles, qui aient des interfaces qui soient communes ou qui soient facilement consommables. Et ils ne sont surtout pas responsabilisés à la qualité de la donnée qu'ils gèrent. C'est-à-dire qu'au fil des évolutions des systèmes applicatifs, on va avoir des changements de schéma de données, des changements de typologie de données. Et tout ça, ces équipes opérationnelles-là, elles, ce qui les intéresse, c'est la donnée qui est traitée à un instant T par leur système. Peu importe l'historique et peu importe la qualité de l'historique qu'elles génèrent. Parfois, elles ne gèrent même pas cet historique-là. Et du coup, le problème va être déporté sur l'équipe ingestion, à qui on va demander à venir nettoyer cette donnée-là avant de venir la déposer pour qu'elle soit exploitable par l'équipe de processing. Ça, c'est, on va dire, en amont, et on voit que déjà en amont, il y a plein de points de friction. Et en aval, en fait, il y en a énormément aussi, parce que l'équipe qui va développer le use case, elle doit aussi se synchroniser avec l'équipe qui s'occupe du serving, qui elle-même va devoir se synchroniser avec d'autres équipes opérationnelles qui vont consommer, par exemple, si on est sur un use case ML, l'output du ML sur de la prédiction, sur du forecast, sur de la recommandation, et ainsi de suite, pour aller tirer de la valeur. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que tout au long de la chaîne, on va avoir un système qui est orthogonal au delivery des différentes features et du use case ML. Ça va avoir comme conséquence qu'il va y avoir des points de friction entre les différentes équipes à l'intérieur de la plateforme data, mais surtout à l'extérieur, parce que les enjeux et les objectifs de chacun ne sont pas les mêmes. Les équipes qui vont s'occuper des systèmes opérationnels ne sont pas incentivées, ils ne font pas partie prenante, on va dire, du développement de ce use case-là, et du moins n'ont pas intérêt à passer des centaines de jours hommes pour essayer d'exposer cette donnée-là et de l'exporter. Et en fait, tout ça va nous amener à synthétiser un peu les problèmes d'un point de vue macro qu'on peut retrouver au sein des plateformes data, ou du moins des paradigmes qu'on retrouve aujourd'hui, via 4 axes. Le premier, c'est la complexité qu'on va avoir et que vont avoir les organisations à venir bootstrapper, mettre en place cette plateforme-là. Alors, les points de blocage sur cette première partie, ils sont nombreux. C'est compliqué de recruter des experts data, des architectes, des data engineers, des ML engineers pour pouvoir builder cette plateforme-là. Mais c'est surtout compliqué de se mettre d'accord sur un seul paradigme et une seule architecture qui va venir servir toute une organisation et venir couvrir tous les use cases d'aujourd'hui pour cette organisation, mais surtout tous les use cases de demain pour l'organisation. Le deuxième point qui va un peu être problématique, c'est celui de la scalabilité des sources de données. C'est que plus on va vouloir faire de use case, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on va avoir de complexité à aller chercher la donnée. Parce que c'est des équipes différentes, parce qu'il y a des frictions organisationnelles, parce que l'organisation d'un point de vue global n'est pas faite pour ça. Et plus on va voir que c'est compliqué d'aller chercher la donnée, parce que dès lors qu'on aura une idée où on va avoir un agenda d'innovation, ça va se confronter à la réalité des équipes opérationnelles qui, elles aussi, ont un agenda de delivery qui est peut-être complètement décorrélé de l'agenda d'innovation de l'entreprise et de l'organisation, ou du moins de la plateforme data. Le troisième point qui découle un peu de la complexité de venir scaler ces sources de données, ça va être celui de scaler les consommateurs. Par consumer, je veux dire les use cases et le nombre de use cases qu'on va pouvoir déployer derrière. Et en fait, c'est très simple. Si on n'a pas de données, en fait, les équipes ML, quand on va leur dire qu'il faut travailler sur tel sujet, leur premier pain point aujourd'hui, peu importe l'entreprise, peu importe l'organisation, c'est la disponibilité de la donnée. C'est compliqué d'avoir la donnée sur la plateforme data, c'est compliqué d'avoir de la donnée qui soit de bonne qualité et qui soit exploitable sur la plateforme data. Et du coup, plus il y a de complexité à venir avoir ces données-là, plus lentement on va délivrer de nouveaux use cases. Et en fait, plus lentement on va délivrer des nouveaux use cases, plus on aura de problèmes à venir quantifier la valeur de ces use cases-là vis-à-vis de l'investissement de base qui a été mis d'un point de vue organisationnel sur la mise en place de cette plateforme data et sur l'investissement d'un point de vue projet qui aura été mis sur les différents use cases.
Et du coup, je fais une petite transition pour que Marc puisse vous parler de la partie data mesh, ou du moins des principes du data mesh, et pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui en train de dire il y a eu des paradigmes par le passé, aujourd'hui il y a un nouveau paradigme, et Marc vous en dira un peu plus. Merci Lounès. Donc ok, on a vu l'état des lieux en fait des plateformes de data. On a vu les problématiques. Alors on ne va pas être trop naïf, hein. Il y a quand même des plateformes de data qui marchent de par le monde. Malgré tout, on voit bien quand même cette dichotomie entre producteurs de données, consommateurs de données, et au milieu de la DSI qui est 9 fois sur 10 un goulot d'étranglement. Donc l'approche qui a été initiée, alors on va rendre hommage à Zhamak Dehghani. C'est une approche, donc le data mesh, c'est Zhamak Dehghani qui a initié cette approche. L'objectif, c'est de se dire, toutes ces problématiques, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les résoudre plutôt que de continuer à chercher, d'un point de vue technologique, à traiter les points? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, au point de vue organisationnel, à traiter? Est-ce qu'il y a déjà des approches qui ont eu ces problématiques-là et qu'on pourrait réutiliser dans le domaine de la data? Ça, c'est un point extrêmement important, hein. L'innovation, c'est pas forcément quelque chose il ne faut pas forcément inventer quelque chose de nouveau. Parfois, c'est simplement adapter un concept à un nouveau domaine. Et puis, bien évidemment, hein, une démarche, elle doit être absolument formalisée avant de pouvoir être diffusée. Et ça prend un petit peu de temps. Donc, la proposition de Zhamak, c'est de se dire, on va avoir une approche vraiment plus globale de la donnée. On va s'appuyer sur 4 piliers que je vais vous présenter dans les slides suivants. Et comme modèle, on va réutiliser le modèle du microservice avec ce que vous connaissez probablement, les approches DDD et le découpage en forme via les domaines. Donc le premier grand pilier du data mesh, c'est vraiment l'approche data domaine. Donc là, l'objectif, c'est de se dire, on va réconcilier les producteurs de données avec les consommateurs de données. Donc c'est terminé le temps où j'ai des applications qui vont générer de la donnée, et puis après, leur utilisation, c'est un petit peu moins mon problème, parce que je sais que ça va passer dans les étapes de la DSI, ça va aller dans les dataware, peut-être que ça va être réorganisé en termes de structure, mais c'est un peu moins mon problème, et surtout, je ne vais même plus voir vraiment l'utilisation qui va être faite de la donnée. Là, l'objectif, c'est vraiment de regrouper au sein d'une même entité organisationnelle, tant les données opérationnelles que les données analytiques. Et quand on parle de ça, hein, on va parler des données, mais on va parler aussi, donc on va parler du stockage des données, mais on va aussi parler de la façon dont on procède, toute la partie processing de données. On va là aussi ramener tout ça au sein plutôt des entités métiers, ou du moins fonctionnelles, plutôt que de laisser ça à la DSI. Les bénéfices, hein, très clairement, hein, c'est que les producteurs de données, ils vont déjà savoir comment la donnée est consommée. Donc ils vont savoir déjà si la donnée qu'ils produisent, est-ce qu'elle est consommée, déjà tout court. Et ce qu'ils produisent, est-ce que ça a de la valeur ou pas? Si ce n'est pas consommé, en général, il y a deux raisons. Soit la donnée qui est générée, elle n'a pas de valeur, soit la donnée qui est générée, elle n'est pas, on ne sait pas la trouver. Donc là, très clairement, on va avoir les producteurs et les consommateurs qui vont être très proches les uns des autres. Ça va permettre aussi de réagir à des changements. Par exemple, on a une approche SaaS dans une entreprise, donc les data sources, elles vont changer. On va parler de solutions SaaS notamment. Là, on va pouvoir réagir bien plus vite que plutôt que de rentrer dans un gros projet où on va, là encore, réintégrer les DSI dans le flot de traitement de la donnée. On va donc cette DSI avec ses équipes centrales de data engineers, elle va être un petit peu éclatée, et donc on va récupérer des data engineers au sein des entités métiers, donc pour faire justement le processing de ces données. Et l'objectif aussi, c'est d'augmenter la scalabilité de chacun des domaines. Donc on va traiter ça domaine par domaine, et non plus de manière globale, parce qu'on a des domaines qui vont pouvoir grossir bien plus vite que d'autres, et donc on va être plus à même de gérer cette scalabilité. Alors, quelques remarques quand même, hein. C'est quand même un switch de paradigme qui est extrêmement important. Et donc, ça peut être un challenge à mettre en place dans une entreprise, hein, très, très clairement. Ça nécessite aussi, pour arriver à ça nécessite d'avoir des data platforms extrêmement
agile et extrêmement performante. Et quand je parle de performance, c'est en termes de mise en œuvre, pas simplement en termes de temps de réponse. Il va falloir aussi intégrer des data engineers dans les unités business. Alors ça, c'est un challenge. Mais d'un autre côté, dans la situation actuelle, le challenge, c'est quoi? C'est trouver le mouton à 5 pattes qui va être bon techniquement et qui en plus va comprendre très précisément le domaine fonctionnel des data qu'on travaille. Donc on fait un switch un petit peu de la difficulté et au moins on se focalise sur la valeur de la donnée. Et puis, c'est pas parce qu'on travaille sur la décentralisation de la donnée que l'infrastructure va être, elle, complètement décentralisée, bien entendu. On peut rester sur des infrastructures qui, elles, vont rester centralisées. Donc ça, c'est le premier grand pilier. C'est assurément le principal, c'est de se dire, je casse un petit peu cette centralisation de la donnée, je remets de la valeur beaucoup plus vers les métiers et je leur donne plus de responsabilités, et notamment celle de produire de la donnée, mais aussi de s'assurer de l'intérêt de la donnée pour les consommateurs et de gérer cette qualité. Alors ce que vont générer les data domaines, très clairement, c'est un produit. En fait, la donnée, ça devient pas, c'est plus un sous-produit, c'est pas le résultat simplement d'un certain nombre de phases de processing. Ça devient un produit que l'on va mettre à disposition de tous les clients pour pouvoir, de tous les clients, donc internes comme externes, de manière à pouvoir construire des solutions innovantes. Donc, évidemment, le fait que la donnée soit un produit, il va falloir réfléchir comment on expose cette donnée. Et cette donnée, évidemment, on va traiter des usages de la donnée de manière à la formaliser correctement. On va travailler évidemment sur la qualité de la donnée. Aujourd'hui, quand il y a des données qui sortent d'un SAP, elle est de bonne qualité d'un point de vue SAP. Maintenant, est-ce que la donnée elle va être correctement utilisée par les consommateurs? C'est une autre affaire. On va aussi apporter vraiment dans la culture de l'entreprise une approche data-driven. Parce que le produit maintenant, ça devient vraiment la donnée par elle-même. C'est ce qui va être partagé dans toute l'entreprise. Et donc, c'est ce qui va permettre d'apporter énormément de valeur et de focuser vraiment sur l'approche data-driven. Et puis, évidemment, ça rend plus facile l'utilisation de la donnée. Ça, c'est un objectif. La donnée, si ça devient un produit, elle doit avoir un certain nombre de caractéristiques. Donc, ce que je disais tout à l'heure, elle doit être découvrable. Donc, ça fait, pour certains, ça peut faire référence à ce qu'on avait il y a quelques années sur les catalogues de services, ou quand on a des API, par exemple, qui sont dans notre entreprise, effectivement, la donnée, elle doit être découvrable. Elle doit être adressable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir y accéder aisément. Elle doit être fiable, donc c'est-à-dire qu'on va récupérer de la donnée. Si on récupère 50 fois la même donnée, on va récupérer toujours la même donnée. Elle doit s'auto-décrire. Donc c'est-à-dire qu'on va exposer directement les schémas qui caractérisent la donnée. Elle doit être interopérable, bien entendu. Quand on parle de data mesh, ça veut dire qu'on va avoir un ensemble de domaines de données. Et puis pour produire de la valeur et pour produire d'autres produits, on va utiliser plusieurs domaines de données. Donc ces différents domaines de données vont devoir dialoguer entre eux. Et si on utilise des technos tels que de l'API, par exemple, ou un langage SQL, le langage SQL, on peut considérer que c'est quelque chose de standardisé, presque. On va permettre justement cette interopérabilité. Et évidemment, il y a le dernier point, c'est la sécurité de la donnée. Il va falloir être capable de savoir qui utilise de la donnée. Dès lors, on va savoir pourquoi on utilise la donnée, et on va surtout savoir qui utilise la donnée. Et donc, ça génère un nouveau rôle. Dans les méthodes agiles, on avait les product owners, et maintenant, on va avoir ce qu'on s'appelle les data product owners. Donc, c'est eux qui vont avoir pour rôle de gérer la qualité de la donnée, de gérer son cycle de vie, et puis de promouvoir effectivement cette donnée au sein de l'entreprise. Alors, je vais vraiment me dépêcher. Je vais peut-être passer assez rapidement. On a vu que c'est les métiers qui vont gérer la plateforme de données. Donc ça, là encore, c'est un vrai changement. Donc l'objectif, là, c'est, et je vais focuser principalement sur le rôle de la DSI. Le rôle de la DSI, ça va être de mettre à disposition une plateforme de données
qui soit le plus haut niveau. De plus haut niveau pour pouvoir permettre justement aux data engineers qui sont dans les métiers de ne pas faire que de la techno, de la techno et de la techno, mais bien servir le métier. Donc on va avoir besoin de plateformes de très haut niveau. Et ça, je vais passer la parole à Jean-Charles juste après. Et puis le dernier point, qui reste bien évidemment une des grandes complexités, hein. Dès lors qu'on a ce data mesh et donc, des domaines de données qui sont sous la responsabilité d'un ensemble d'entités, il y a besoin de renforcer encore la gouvernance, de définir toutes les règles qui vont permettre d'avoir quelque chose d'uniforme dans l'entreprise. Et puis, on va plutôt aller vers un consensus sur la construction des domaines plutôt que d'avoir un modèle vraiment tour d'ivoire où il y a une équipe data dans l'entreprise qui règne un petit peu sur le monde en disant voilà, toi tu es propriétaire de ça, toi tu es propriétaire de ça et toi tu es propriétaire de ça. Dans cette data gouvernance, hein, on va retrouver aussi des principes de ce qu'on connaissait par le passé, hein. Tout n'est pas nouveau ici, hein. On va retrouver notamment ce qu'on connaissait sur toutes les approches MDM, donc, où là on avait déjà une gouvernance qui était globalement assez formalisée. On va retrouver à peu près les mêmes éléments. Donc pour synthétiser mon propos, 4 piliers. Le premier, c'est décentraliser l'approche et donc avoir des domaines, et on va s'appuyer sur tous les concepts DDD hein, qui existent depuis... donc Eric Evans, ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'il a énoncé ces concepts. On va parler de data as a product. Donc on ne parle plus des données comme étant un résultat d'un ensemble d'opérations, mais qui est vraiment un produit qui a de la valeur dans l'entreprise. On va parler aussi d'infrastructures qui va être mise à disposition justement des métiers pour accélérer la mise à disposition des produits justement. Et puis enfin, dernier point, la fédération de la gouvernance, qui est un point majeur et qui apporte un certain nombre de son lot de complexité, mais c'est des choses qu'on voit dans toutes les situations. Donc voilà, hop. Donc voilà pour moi, je vais passer la main à Jean-Charles. Et ben voilà, on t'entend, c'est parfait, et on te voit. Est-ce que je peux partager mon écran ou pas? Question ouverte. Donc Jean-Charles, hein, c'est Google qui nous accompagne cette présentation et qu'on remercie grandement. Et Jean-Charles est Customer Engineer chez Google. Donc là, on va faire un focus, maintenant qu'on a vu un petit peu la théorie, hein, un petit peu sur Data Mesh. On va rentrer dans du concret cette fois-ci avec la présentation de Jean-Charles. Ouais, on va faire comme ça. Ce sera plus simple si je dois switcher. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Super. Ok, donc j'ai pas de retour visio parce que j'ai qu'un seul écran, donc ça va être un peu difficile, mais je vais essayer de faire au mieux. On a bien jusqu'à 16h30, c'est ça? C'est 16h20, mais on a démarré 5 minutes en retard, alors on va... Ok, donc il va falloir aller très vite. Ok, donc je ne vais pas reprendre tous les principes du data mesh qui ont déjà été exposés. Je vais juste faire une transposition d'architecture sur ce que ça peut donner sur GCP et pourquoi sur Google Cloud Platform, on est relativement à l'aise pour embarquer des clients de manière native sur une plateforme data moderne, aka un data mesh. Effectivement, donc je suis partner engineer, donc je travaille en tant que solution architect avec les partenaires Google Cloud Platform. On est sur une 3e vague d'innovation technologique autour de la data, hein. On passe du mode de data warehouse DB traditionnel à un mode data lake Hadoop qui est arrivé il y a une petite dizaine d'années. Et là, on est sur un nouveau modèle où on est en train d'avoir un pattern d'architecture qui arrive sur un mode décentralisé, qu'on va mettre le terme data mesh autour de ça, et qui techniquement va amener des attributs un petit peu différents des plateformes précédentes. Ce concept-là, ce pattern-là, il est décrit, c'est une description assez récente. Donc les gens de Thoughtworks qui ont travaillé sur ce pattern, c'est vraiment des gens brillants. Enfin, je vous encourage vraiment à regarder l'article de blog qui avait été fait sur
sur le site de Martin Fowler, parce que c'est vraiment les équipes qui avaient le mieux conceptualisé comment fonctionnaient les microservices d'un point de vue applicatif, sur des principes d'architecture qui étaient déjà présents, mais qui avaient été très, très bien modélisés. Et maintenant, on a un très bon modèle qui commence à apparaître sur la partie data mesh. L'avantage qu'on a, c'est que les clients qui ont été embarqués sur des plateformes data natives Google Cloud Platform ont déjà beaucoup expérimenté ces principes-là. Parce que, de toute manière, ça reste un modèle. Donc, il faut vraiment rester humble par rapport à ça. Le modèle, quand on regardera des implémentations chez des clients et des cas concrets, on aura toujours un drift entre le modèle et la réalité. La question, ce n'est pas de savoir si le modèle il est bon, parce qu'il est forcément faux. Par contre, moi, je pense vraiment que c'est un modèle qui est utile parce qu'il permet de regarder les attributs de la plateforme et de se dire qu'est-ce qu'on doit chercher dans une plateforme modèle de data. Et ce qu'on va chercher, donc par rapport aux piliers et aux différents sujets qu'on a vus dans un data mesh, c'est avant tout une agilité. Et derrière le mot agilité, ce qu'on va chercher, c'est une capacité à pouvoir faire ça des enjeux de scalabilité, mais des scalabilités qui vont être sur les volumes de data, oui, mais sur le taux d'utilisation des plateformes de data, et aussi où il n'y ait pas de limite à la partie opération de ces plateformes de data. Parce qu'on sait que si on a des contraintes d'opération, ça va limiter les usages et le nombre d'utilisateurs potentiels et le nombre de use cases. Et par rapport à ça, d'amener une contrainte ou en tout cas un enjeu de pay as you go, ça permet aussi de toujours se poser la question de la valeur du use case et de pouvoir l'arbitrer et du coup d'avoir des systèmes d'innovation qui marchent très bien. Donc ça, c'est vraiment des prérequis à avoir sur la plateforme data. L'aspect collaboratif pourrait effectivement, d'un point de vue opérationnel, avoir une plateforme qui nativement casse les silos. Et quand je dis casser les silos, c'est permettre du partage de la donnée, de l'accès à la donnée au sein d'une organisation, mais aussi à l'extérieur de l'organisation d'une entreprise. Dans un modèle d'open innovation, c'est vraiment clair que les modèles de data et les gens qui opèrent la data et qui vont faire des modèles de data ne sont pas forcément les gens qui sont dans l'entreprise, notamment si on réfléchit à un écosystème de partenaires. Mais on peut imaginer aussi à des systèmes de co-innovation entre des entreprises différentes. Mais tout cela, ça va amener un enjeu spécifique de gouvernance, puisqu'on va se retrouver dans des systèmes de data ouverts. Donc, qui veut dire confiance grâce à l'ouverture, va dire aussi une couche de contrôle pour s'assurer que le modèle de gouvernance est correctement traité sur la donnée. Une orientation domaine spécifique, donc là, c'est le DDD de la partie microservices. Oui, on a la chance sur GCP d'avoir un système de découpage par organisation des projets qui matche très bien un découpage par domaine. La partie data mesh, il y a vraiment un concept clé qui va être le côté polyglotte. Comme pour un microservice, on va chercher le meilleur langage de développement applicatif, le meilleur back-end applicatif par rapport au meilleur enjeu technique qui doit être traité par le domaine métier. On a exactement le même enjeu avec un data mesh sur du cloud. Ça va être vraiment, je choisis le meilleur back-end et avec la meilleure solution de processing par rapport aux enjeux de mon métier, par rapport à mon domaine data. Et donc, ce n'est pas grave si j'utilise des domaines technologiques différents ou des technologies différentes, à partir du moment que ces technologies-là restent dans un modèle serverless et scalable, où je reste sur du pay as you go, j'aurai la capacité de pouvoir avoir différentes approches technologiques. Le 5e sujet de l'industrialisation, vraiment clé, ça peut se baser si on a des API qui sont stables et supportés dans le temps. Et clairement, basé là-dessus sur des services cloud, c'est vraiment une des forces. La standardisation, elle va passer par l'open source aussi. Plus on aura de briques open source, plus on aura une capacité à trouver une standardisation qui va au-delà du cloud provider et du vendor. Et la capacité à embarquer un SLA. C'est-à-dire de pouvoir avoir confiance sur la capacité du service data à fournir un niveau de service en performance ou en disponibilité. En mode self-service, ça c'est vraiment la définition du cloud. À partir du moment où je suis sur le cloud, je suis en mode self-service. Et c'est le 7e point, considérer la data en tant que produit. C'est vraiment dans l'ADN de Google et c'est ça qu'on cherche aussi quand on est sur une plateforme comme Google, de pouvoir profiter de ça et de découper vraiment ces approches domaine sur un domaine data à travers une approche produit. Donc, j'avais prévu de faire une petite démo. Je vais voir comment je me débrouille en fonction du temps qui reste. Donc, si on voit les enjeux actuels, à gauche, là, on a 2 types de repository data qui sont classiquement les data warehouse et les data lake. On voit que les enjeux chez les clients, on a de plus en plus de porosité entre les différents domaines et c'est en train de converger. OK ?
Et à droite, on a les gens qui consomment ces données-là. De la même manière, les gens qui utilisent des produits pour faire de la business intelligence peuvent avoir besoin de travailler aussi de plus en plus avec des outils de data science et d'accéder aux données qui sont partagées. Et le dernier point qu'on voit aussi, c'est la partie MLOps. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très fort qu'on voit apparaître dans les organisations. C'est que OK, pour avoir des systèmes de machine learning qui commencent à apparaître, mais comment j'opérationnalise ça pour pouvoir l'intégrer dans une chaîne de valeur applicative et business? Donc, il y a un gros niveau de convergence, tout discute entre eux et il y a de la porosité entre les différents domaines. Si on reprend et qu'on recroise avec l'enjeu du domaine driven development appliqué à la data, donc là, on a un domaine fonctionnels qui sont découpés et qui arrivent sur des domaines applicatifs. Donc là, on est sur un cas assez classique avec des nouveaux consommateurs qui vont être l'équipe data science qui peut être interne, externe, qui a son propre ML tooling, et l'équipe BI qui peut être potentiellement rattachée à un métier, rattachée à la DSI. Il peut y avoir plein de types d'organisations différentes. Et chacune peut avoir des objectifs un peu différents, mais va devoir travailler sur de la donnée qui est découpée dans des domaines fonctionnels différents. Le mécanisme classique qui se passe par rapport à ça, c'est recopie de data, mise en place de back-end data et de système data spécifiques par rapport à l'enjeu de processing. Okay, l'équipe de data science aura forcément peut-être un enjeu de processing séparé et son propre engine de stockage. Et la même chose pour les outils de BI où il y aura aussi une base qui traîne à gauche à droite qui tire la partie analytics. Une des options qu'on a vues et qui s'est assez souvent passée, c'est de commencer à faire converger les assets. C'est-à-dire, on va mettre une solution commune qui est, dans certains cas, un data lake pour pouvoir récupérer des données brutes, puis refaire des transformations, présenter des join assets. Et ces join assets-là, ils vont pouvoir être utilisés par la partie analytique et la partie data science. Mais on se retrouve toujours dans une situation où on a beaucoup de transferts de données et le problème classique de où est la donnée brute, qui c'est qui la clean et qui c'est qui en a vraiment besoin, est-ce que c'est à la personne qui en a besoin de faire le cleaning ou pas. Pourquoi on dit que les clients ils font ça depuis très longtemps sur GCP? C'est un peu la blague, mais c'est vrai, utiliser BigQuery, donc entre guillemets, le data warehouse qu'il y a sur GCP, ça permet de traiter cet enjeu-là de manière native et de manière très, très simple. C'est-à-dire que BigQuery, c'est un produit de data warehouse qui est scalable, entre guillemets, pour la plupart des utilisateurs jusqu'à l'infini, que ce soit en termes de volume, en nombre de requêtes ou en nombre d'utilisateurs. Et il a un modèle de permissioning et de découpage des domaines de données qui est extrêmement ouvert et qui permet de représenter à travers une console GCP, de créer des projets par organisation et par domaine data, de faire des datasets associés, de travailler sur la partie permissioning par rapport à ces datasets-là et de conserver un stockage dans les projets qui sont honneurs de la donnée, tout en contrôlant les accès à des utilisateurs qui peuvent être externes ou internes ou dans d'autres projets GCP, et à travers ça, avoir un aspect données complètement décentralisé sur la partie stockage et utilisation de la donnée, mais en gardant une couche qui est extrêmement commune, puisque ça reste une interface BigQuery, une API BigQuery, et les données sont toutes stockées au même endroit, donc on n'a pas besoin de bouger les données. Donc ça, vraiment un super quick win pour la plupart des entreprises qui ont commencé avec BigQuery. Néanmoins, BigQuery ne couvre pas tous les sujets. Donc il y a un des sujets qui a été traité, c'est que BigQuery, effectivement, on peut travailler sur du layering de dataset BigQuery et travailler sur des vues BigQuery pour offrir une couche de sémantique un peu plus facile que de la donnée brute. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fait nativement. Donc, un des premiers points qu'on fait, c'est rajouter une couche de sémantique. Donc, nous, on a un outil pour ça qui s'appelle Looker, qui a plein de fonctionnalités. Je ne rentrerai pas dans Looker, il y a déjà 24. Mais ça peut servir à ça, Looker. Sachant qu'on est toujours dans un modèle où, quand on a besoin d'accéder à des données sources, on peut imaginer que des data scientists vont plutôt travailler sur les données sources à certains moments pour entraîner un modèle de machine learning plutôt que passer par la couche sémantique. Pourquoi on parle de mesh? Parce que si tout était dans BigQuery, c'est trop simple. Okay, parce que quand on parle d'un mesh, on a besoin de choisir le meilleur engine de stockage par rapport au meilleur framework, au meilleur enjeu sur le domaine data. Et BigQuery, typiquement, c'est faire plein de choses, mais il y a des choses qu'il ne va pas savoir faire. Okay, néanmoins, dans les choses qu'il sait très bien faire, c'est que BigQuery, il fonctionne, il faut le voir vraiment comme un produit avec deux enjeux. Un, je fais du stockage,
ok, pas cher, qui sait faire plein de choses super intéressantes. Et je fais aussi un super enjeu de data processing. Donc, je fais SQL. Et avec du SQL, je peux même faire des modèles TensorFlow en machine learning si je veux. Mais c'est vraiment le corps du service. Si j'ai des données qui sont des sources qui sont ailleurs, je peux aller les chercher aussi. Si jamais pour des raisons X ou Y, j'ai dû stocker des données dans un blob store, je peux le faire. Si je dois aller choper une autre base NoSQL parce qu'il y avait une autre typologie de data avec une autre typologie d'accès qui était plus performante, je peux le faire aussi. Mais dans une organisation, si j'ai besoin d'aller faire du real-time, peut-être que Dataflow sera un engine qui sera plus efficace sur certains use cases et je peux l'utiliser aussi. Dans ce cas-là, je ferai de l'Apache B, mais ce sera complètement différent que de faire du SQL. Mais je peux aussi imaginer qu'il y a des gens qui ont déjà du Hadoop et qui ont 5 ans d'historique en Spark, qui ont des milliers de jobs qui ont été faits et qui sont en phase de migration et qui ont besoin de récupérer cette intelligence-là sur du job qui a été fait à Hadoop. Dans ce cas-là, je peux utiliser le service manager Hadoop. Donc ça, c'est vraiment un côté très polyglotte qui est extrêmement puissant et qui est vraiment fondamental dans un data mesh. De la même manière, je vais avoir mon équipe data science qui va utiliser un benchmark, un workbench pour data scientist. Chez nous, ça s'appelle les plateformes Vertex AI, peu importe. Et je vais lui donner accès à ces engines de storage-là pour aller faire son traitement ML. D'ailleurs, qui pilotera peut-être du BigQuery, cette AI plateforme. Donc ça, cette capacité-là à fournir des solutions technologiques différentes de processing et des solutions technologiques de stockage différentes, c'est un excellent attribut d'une plateforme data mesh et c'est des choses qu'on voit de manière assez courante chez nos clients pour faire vraiment du best of breed sur ces enjeux analytiques. Si je vais le tour, et je pense que je vais devoir finir, ouais, ouais, je vais finir là. Donc vraiment, coût de stockage vraiment importante. J'ai parlé un peu de la partie processing, analytique et sémantique. Ne pas oublier que dans la boucle de feedback, entre guillemets, et qui est super importante pour durcir cette partie processing et stockage, la partie sécurité sur comment les gens y accèdent, comment on chiffre dans certains enjeux, face à certains enjeux qui peuvent être de P2I ou plein d'autres sujets. Comment je détecte ça? Donc, c'est vraiment la couche sécurité. Au-dessus, la partie gestion network et comment j'amène de la donnée sur la plateforme. Et pour finir, la partie gouvernance, qui est un enjeu à part entière pour savoir comment je modélise mes données, je sais quel type de données sont où et qui peut y accéder à travers un data catalogue. Et même chose sur la partie Hadoop qui est assez spécifique. OK, je vais peut-être m'arrêter là et je vous laisse conclure. Ok, ouais. Merci bien Jean-Charles. Donc pour conclure rapidement et pas trop dépasser sur la conf suivante, ce qu'on voit c'est la question initiale, c'était de se dire est-ce que le data mesh c'est un buzzword ou est-ce que c'est vraiment un nouveau paradigme? Clairement, ce qu'on peut dire, on peut dire que effectivement oui, c'est en partie un buzzword parce que comme vient de l'expliquer Jean-Charles, il y a un certain nombre de concepts qui sont déjà en œuvre chez un certain nombre de clients, notamment chez GCP. Et puis l'architecture de GCP native fait que on est poussé vers ce type d'organisation. Toutefois, ça reste quand même quelque chose qui est vraiment nouveau et c'est quand même malgré tout un nouveau paradigme qu'il est vraiment intéressant de prendre en compte sur le côté organisationnel. Le côté organisationnel, rapprocher les producteurs des consommateurs, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement porteur de valeur. Et nous, côté Hardis, c'est quelque chose qu'on expérimente, alors sans remettre en jeu à chaque fois les organisations et les entreprises, hein, mais dès lors qu'on a un projet data, la première chose qu'on fait, c'est vraiment se repositionner et prendre du recul en se disant quels sont mes producteurs, quels sont mes consommateurs et comment je peux faire accoster ces deux types de clients de la data et quelle valeur je vais vraiment pouvoir apporter. Et au travers de cette approche data mesh qui est encore une fois, hein, ce paradigme-là, il est pas mature aujourd'hui, hein, ça a démarré il y a 3 ans. Quand on pense au temps que met encore l'approche microservice à être vraiment mature, clairement, le data mesh aujourd'hui, on en est au début, mais c'est vraiment quelque chose, disons, c'est notre conviction côté R10, c'est quelque chose qui est vraiment à suivre et qui devrait nous apporter pas mal d'avantages business dans les années à venir pour l'ensemble de nos clients.
Je vais conclure là. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Jean-Charles.